Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sous ce chapiteau ce matin pour poursuivre sur les tables rondes des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On discute ensemble et on vous remercie d'être là. On est sûr que vous êtes passionnés par ce sujet autour d'une question qui est à la fois simple dans sa formulation mais profonde dans ce qu'elle révèle de notre époque. Vivre ensemble, le salut viendra-t-il de l'entreprise? Une question essentielle, parce que nous vivons dans une société traversée de nombreuses fractures. On en parlera, fracture sociale, fracture territoriale, fracture numérique, fracture culturelle, fracture technologique. Je pourrais continuer, mais je m'arrête. Et dans ce paysage, il y a un paradoxe dans de nombreuses institutions qui sont aujourd'hui contestées. On ne croit plus et au contraire, on se retourne vers l'entreprise pour faire collectif. On se dit que c'est le lieu où on peut agir ensemble, où on le produit du lien et même parfois du sens. Que peut-elle faire et jusqu'où doit-elle aller? Et je m'arrête là, c'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui. Une discussion que nous avons avec Benoît Babzin, qui dirige Saint-Gobain, Céline Bruckner, L'Oréal France, Pascal Demurger, la Maïf, Charles Hémon, la Caisse du Québec, et Antoine Frérot, Veolia. Alors, merci à tous d'être là, mais avant qu'on se plonge dans la discussion, c'est un éminent membre du Cercle des économistes, Olivier Pastré, qui nous introduit ce sujet. Merci Marie. Bonjour à tous. Ça va? C'est fait, on a déjà changé. Ça marche pas. Ça marche? Oui. Bah. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Ça va être chaud. Juste un mot liminaire avant mon petite présentation. Cette table ronde est de très très loin la plus importante de toutes les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, que j'ai créé, donc je sais de quoi je parle. Et ce, pour deux raisons. Un, pour la qualité des intervenants, et deux, pour l'intérêt du sujet. Donc, enregistrer, et les enregistrements, à mon avis, ça va se vendre assez cher en bitcoin, mais n'hésitez pas à nous enregistrer. Bon, ceci étant dit, est-ce que le salut viendra de l'entreprise? Oui, mais pas que de l'entreprise. Donc il faut quand même être relativement mesuré. Pour comprendre pourquoi l'entreprise est au cœur des modifications fondamentales auxquelles on assiste, il faut partir de ce qu'était la France dans les 30 Glorieuses, pour simplifier. C'était une économie top-down, du haut vers le bas. En gros, c'est la politique keynésienne. On décidait en haut et après, ça se déclinait en bas. Dans une économie semi-fermée, ça peut marcher, la preuve, les 30 Glorieuses. Dans une économie totalement mondialisée, ça ne marche pas. Pour une raison très simple, c'est que ça crée des rentes. Et donc, si ça crée des rentes, ça crée des inégalités. Et donc, cette approche top-down, qui malheureusement est encore dans le cortex de la plupart de nos dirigeants, est, à mon avis, complètement hors de propos. Il faut une approche bottom-up, du bas vers le haut. Du bas vers le haut, c'est absolument essentiel pour que l'expérience de terrain permette d'enrichir la réflexion au sommet. Dans ce domaine-là, il n'y a pas photo. Alors, le fait d'être bottom-up, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut que les entreprises aient, sinon une mission, au moins une âme. Et ça, c'est pas forcément acquis. On parlera peut-être des entreprises à mission. Moi, je suis un peu prudent sur le sujet. Mais en tout cas, il faut qu'elle ait une âme et qu'elle arrête d'être dictée par l'EBITDA et par les résultats trimestriels. C'est absurde. On ne peut pas investir à long terme dans l'industrie quand on a comme butoir les résultats trimestriels. Alors, c'est la réalité, donc on s'y plie. Mais
évidemment, c'est un élément qui peut permettre de faire des mauvais choix. Alors, cette table ronde va faire des propositions. Pas toutes le font, c'est dommage, c'est l'objectif des rencontres. Moi, je vais faire 3 propositions, ou au moins pistes de propositions. 1, développer le mutualisme et la coopération. Là, je suis d'une lâcheté absolue parce qu'il y en a 2 qui sont à mes côtés par définition, mais c'est une évidence. Le mutualisme, c'est bottom-up, c'est la non-obsession du profit, c'est un homme, une voix. Et donc, c'est des facteurs qui sont parfaitement, totalement, absolument adaptés à la crise. Donc ça, c'est une règle impérative et c'est une proposition. Il y a autour de la table, qui n'est pas une table ronde, des gens mieux placés que moi pour en parler. Deuxièmement, l'intéressement et la participation. C'est un moyen actionnarial d'associer les salariés et de promouvoir le travailler ensemble, si ce n'est le vivre ensemble. Donc ça, c'est absolument indispensable. Troisième proposition, j'y reviendrai en toute fin, il faut absolument renforcer les corps intermédiaires. Et ça, Macron a été nul de chez nul dans ce domaine-là. Pardon, Emmanuel Macron a été nul de chez nul. Il faut renforcer les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats ou les associations. En particulier les syndicats. Et moi, je ferai une proposition tout à l'heure qui est de rendre l'adhésion à un syndicat obligatoire et évidemment financé par l'État. Parce que c'est le seul moyen que le syndicalisme ne soit pas politique et donc soit utile dans le dialogue social. Voilà, merci, bisous, travaillez bien. Merci Olivier Pastré. Plein de choses, plein d'éléments dans cette introduction. On va être amené à en parler ensemble. Alors Benoît Bazin, je vais me tourner vers vous. En premier, je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise et a fortiori l'entreprise industrielle est souvent citée comme le lieu où on fait encore collectif aujourd'hui, de manière très concrète dans les territoires, dans le travail, dans l'action commune qui est menée dans vos entreprises. Qu'est-ce qu'elle a conservé, l'entreprise, que d'autres institutions semblent avoir perdu, pour ne pas les citer, les politiques, dans leur capacité à savoir faire tenir une société ensemble? Alors d'abord, je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup des entreprises, à juste titre. Le salut, c'est un petit peu fort. Je sais que vous faites appel à Saint-Gobain, mais on n'est pas responsable quand même du salut des âmes. On s'arrête à une certaine frontière. Plus sérieusement, je vais vous parler de 2 choses, d'actions concrètes qu'effectivement nous menons dans l'entreprise, et puis deuxièmement d'un cadre fédérateur qui me paraît très important. Alors de façon très concrète, dans un groupe industriel présent dans 80 pays, 162 000 collaborateurs, qu'est-ce que nous faisons au plan collectif dans le quotidien? Premièrement, nous sommes ancrés dans les territoires. En France, nous avons 90 usines, aux États-Unis 125, en Inde 82. Donc cette présence dans les territoires, elle crée des emplois, elle fait vivre l'écosystème local. C'est une réalité. Deuxièmement, nous sommes des lieux concrets de diversité et de mixité que nous organisons. C'est-à-dire que nous voyons dans une entreprise, et nous faisons travailler ensemble des gens qui ne se rencontreraient pas s'ils ne travaillaient pas dans l'entreprise. Donc c'est évidemment l'organisation du dialogue social, mais ce sont tout simplement des règles de vivre ensemble. Chez Saint-Gobain, nous appelons ça des principes de comportement et des actions. Il y a, par exemple, le respect des personnes. Il y a un principe de solidarité. Donc, c'est des règles de vivre ensemble que l'entreprise, de façon très concrète, organise et fait vivre pour faire travailler ensemble donc, des personnes d'horizons très différents, que ce soit générationnelles, religieuses, sociales, d'éducation, de parcours, de nationalité, etc. Deuxièmement, ou troisièmement, on produit un facteur d'intégration sociale et d'accomplissement par le travail. Moi, je crois beaucoup que le travail est un facteur d'accomplissement personnel. Et donc, l'entreprise permet ça. Les entreprises industrielles le permettent, notamment avec des parcours de formation qui sont de vrais ascenseurs sociaux. Donc ça, c'est important, avec évidemment des parcours de formation, de la valeur ajoutée. Le premier actionnaire de Saint-Gobain, ce sont nos salariés qui détiennent 8% du capital. Et si je prends le recul ou la vue internationale de Saint-Gobain, nous faisons ça aussi au plan international. C'est-à-dire que très souvent, nous avons, dans une réunion de cadres Saint-Gobain, des Chinois, des Indiens, des Brésiliens, des Canadiens, des Américains, et ils sont tous là pour agir au sein de Saint-Gobain. Donc il y a aussi, au-delà des clivages géopolitiques, le vivre ensemble, au-delà des frontières que permet une entreprise, puis très concrètement également des actions de souveraineté. Donc voilà, tout un tas d'actions du quotidien qu'on vit dans l'entreprise. Et le cadre, alors si je prends un petit peu de recul, le cadre fédérateur, c'est le récit collectif, c'est la raison d'être,
Making the World a Better Home dans le cas de Saint-Gobain. Et ça, c'est très important parce que ça donne de la vision, ça donne du temps long, ça donne du sens, et donc ça donne de la capacité à s'engager ensemble. Donc à la fois dans le quotidien au très concret, et dans le long terme, dans la vision, dans le récit collectif. Saint-Gobain est là depuis 360 ans, et donc ça veut dire qu'il y a du souffle long, qu'il y a du récit collectif qui engage, et qui permet de construire, de fabriquer de façon très concrète, de façon très durable. Le travail de Saint-Gobain, c'est de faire de la construction durable. Et donc on crée des choses, on fabrique des choses, on les installe, on rénove des bâtiments. Donc voilà, je pense que c'est très important, c'est à la fois du concret et à la fois du long terme. Ce serait très largement reconnu par les Français quand on regarde les sondages en termes de crédibilité des entreprises de toute nature, parce qu'elles investissent, elles font des choix collectifs, elles ont les moyens d'agir et de décider, elles ont des moyens financiers et humains, et je pense que les entreprises peuvent contribuer avec des outils qu'elles ont gardés et qu'elles préservent, qu'elles enrichissent, à faire du vivre ensemble et peut-être à mener la société vers un monde un peu meilleur. Alors, ce projet collectif, et là je m'adresse à vous, Céline Brucker, il se construit dans une société bien plus fragmentée qu'avant, on le constate tous. Vous parlez, vous avez une expression qui est intéressante, d'une France morcelée presque en archipel, avec des fractures très concrètes, je l'ai cité tout à l'heure, technologiques, territoriales, face au pouvoir d'achat. Cette France fragmentée, comment est-ce que vous la vivez, vous l'appréhendez, vous la gérez en entreprise, et comment vous, dirigeants, pouvez œuvrer à être un pont finalement entre ces mondes fracturés ? Effectivement, on a identifié 3 grandes fractures. La fracture territoriale que vous évoquez, la fracture technologique et donc la question de faire société dans une ère d'IA, et puis une fracture culturelle. Et sur ces 3 plans, on essaie d'agir. On pense que c'est notre devoir d'agir, et c'est la façon, pour moi, en tant que dirigeante, de me sentir utile aussi au quotidien avec les équipes. Donc sur le premier point, qui est la fracture territoriale, en fait, la réalité des Français, c'est que 40 millions d'entre eux vivent en zone périurbaine. Donc il faut qu'on veille, nous, nos bureaux sont à Paris, de surtout ne pas avoir une vision parisienne de la France. Parce que les 40 millions de Français qui vivent en zone périurbaine, nous, on est dans leur salle de bain. On est dans la salle de bain de 44 millions de Français. Donc, et leur réalité, elle est quand même très différente. C'est avoir 2 voitures, c'est passer beaucoup de temps en trajet, c'est malheureusement des déserts médicaux. Voilà, donc c'est un accès aux services publics qui est compliqué. Et donc nous, pour agir là-dessus, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait, par nos marques, par nos divisions, on a une activité dermatologique qui est très importante. On est au contact de tous ces pharmaciens. Les pharmaciens sont devenus un lieu d'alternative à l'accès aux médecins. Et il y a 20 000 pharmaciens en France, donc on est vraiment à leur contact. Les coiffeurs, il y a 120 000 coiffeurs en France. Ça peut paraître anecdotique, mais ce lien social, il passe aussi par ces petits moments humains. Et donc nos partenaires coiffeurs ont aussi ce rôle à jouer qui est très important. Il y a aussi ce sujet de la fracture économique. Le pouvoir d'achat est un énorme sujet et lié avec la transformation environnementale. Quand on a commencé à lancer des éco-recharges, et ça rejoint un peu cette question aussi des voitures et de l'accès aux bornes électriques, en fait, la transition environnementale, pour beaucoup, elle peut paraître quand même très théorique, en fait, et pas accessible. Nous, on a vraiment pris à cœur de rendre cette transition environnementale accessible pour chacun. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait dans cette démarche-là, on commence par veiller à ce qu'elle soit économique et écologique. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est faire des éco-recharges à 3 € sur DOP, en shampoing, en douche. Vous pouvez acheter des shampoings, n'importe qui, la meilleure qualité qui soit, à 3 € pour que chacun puisse agir et avoir un impact environnemental sans avoir des renoncements économiques à faire. Et puis évidemment, on a notre ancrage, nous aussi, industriel. On a 15 000 collaborateurs en France. On contribue à l'emploi de 100 000 emplois directs et indirects. On a 11 usines qui sont un peu partout sur les territoires. Et ça, c'est très important aussi en termes d'emploi parce qu'évidemment, c'est clé. La deuxième fracture que je voulais évoquer, c'est la fracture technologique. Et vraiment, là, ces derniers jours, on bruisse de ça, de comment, faire société à l'ère de l'IA, c'est un enjeu clé. Notamment pour une entreprise, la question de où on met le curseur entre la productivité et l'humain, ça me paraît absolument essentiel. Parce que tout progrès technologique ne peut pas se faire aux dépens du progrès social. On doit réussir à faire les deux. Et évidemment, quand on est dirigeant d'une entreprise, la productivité, c'est très important. Donc, bien entendu, on embrasse à fond l'IA. Et on va l'intégrer dans nos process, on refond nos process en intégrant l'IA. Et en même temps, on doit absolument veiller à ce que l'humain fait de bien dans son esprit critique, dans sa créativité, on le préserve. Et puis, on a un énorme devoir qui est de former tout le monde. On a formé dans le groupe 70 000 collaborateurs, presque 70 000 collaborateurs dans le monde, pour être sûr qu'on ne laisse personne de côté sur un plan générationnel. Et puis, voilà, donc c'est vraiment... Et puis sur un plan éthique aussi, je voulais terminer peut-être sur ce point-là,
c'est aussi un sujet éthique qui est clé autour de l'IA. Et vraiment, donc là aussi, on a pris la décision de ne pas utiliser de représentations humaines générées par l'IA à l'aide extérieure pour faire valoir les bénéfices de nos produits. Donc ça aussi, voilà, donc cet équilibre entre l'humain et à l'ère de l'IA et la productivité et cet enjeu technologique, il est majeur et on a un rôle absolument clé à jouer pour veiller à ne pas créer une nouvelle fracture technologique qui serait aux dépens de l'humain. Et j'évoquerai le troisième point peut-être un peu plus tard. Pascal Demurger, je rebondis sur une petite phrase qui a été prononcée 2 fois depuis le début de notre table ronde, c'est que l'entreprise peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire. Il y a un aspect éminemment politique dans notre sujet aujourd'hui. La question du vivre ensemble, évidemment, je vous la pose à vous, chef d'entreprise. Mais est-ce que ce n'est pas une question qu'il faudrait aussi, et ils sont partout autour de nous, voire à côté de nous, dont s'emparent les hommes politiques pour contribuer à ce que vous faites à votre échelle de l'entreprise? Alors, complètement d'accord avec vous, évidemment. Et aujourd'hui, et d'une certaine manière, je le déplore, on est dans une situation dans laquelle, en réalité, l'entreprise, c'est l'adulte dans la pièce. Ouais. Hein, et c'est vrai que du côté politique, on est à la fois, évidemment, dans une urgence absolue. Je ne vais pas décrire toutes les urgences que l'on connaît. Hein. L'urgence climatique, bien sûr. L'urgence technologique avec une IA qui va révolutionner la civilisation même. Une urgence géopolitique avec la guerre à nos portes, en vérité. Hein. Et puis, cette urgence économique avec une pression des États-Unis et de la Chine de plus en plus forte. Et face à cette urgence, il y a un mélange d'impuissance que l'on connaît en particulier depuis 2024, hein, où rien ne se passe, où on arrive à la rigueur, et au bout de combien d'efforts, à adopter un PLF ou un PLFSS. Et puis on est dans une campagne présidentielle qui est peut-être la campagne la plus grave, la plus importante de la Ve République, et manifestement, je crois qu'elle n'est pas complètement prise au sérieux. On a un candidat nouveau tous les jours, on a d'un côté une radicalisation du discours et qui devient parfois à la limite de l'audible, et une absence totale de capacité à trouver des accords et des compromis. Et donc oui, dans ce contexte, l'entreprise est d'une certaine manière contrainte d'être l'adulte dans la pièce. Et sur cette thématique du vivre ensemble, je crois qu'elle a 2 rôles à jouer. Bien sûr, elle ne doit pas prendre toute la place, mais elle doit prendre toute sa place. Elle a 2 rôles à jouer. D'abord, un rôle en interne, ça a beaucoup été dit. Un rôle en interne, ça passe bien sûr par le management. Il y a un rapport de l'IGAS qui est paru il y a quelques mois qui révèle ou confirme, pour ceux qui s'en doutaient, que malheureusement, la France est le pays le moins bien placé en Europe sur la question du management, sur la question tout simplement de la modernité du management, sur la question de l'horizontalité, sur la question de la participation, sur la question même parfois qui est fondamentalement comportementale de la considération, du respect à l'égard des personnes, de l'écoute, etc. Or, on a bien vu, il y a des travaux d'un universitaire notamment qui s'appelle Thomas Coutreau, qui fait le lien entre les conditions de travail dans l'entreprise, la manière dont je suis ou je ne suis pas respecté, la manière dont je suis ou je ne suis pas considéré, la manière dont je dispose ou non de marge de manœuvre et mon comportement politique, et notamment mon comportement politique avec le vote RN. Il y a une corrélation extrêmement forte entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe au plan politique. Donc oui, l'entreprise a un rôle à jouer en interne. L'entreprise a aussi un rôle à jouer dans tout simplement les revendications qu'elle porte, notamment à travers les organisations patronales. J'ai la chance de co-présider un mouvement qui s'appelle Impact France, qui est un mouvement patronal, mais un mouvement patronal progressiste. Il y a d'ailleurs de belles entreprises, y compris à cette tribune, qui en sont membres. Quand je vois des revendications patronales à la veille des élections présidentielles, dans un contexte de colère sociale, dans un contexte de montée du populisme, dans un contexte de déchirement du tissu et du sentiment d'appartenance à notre nation, quand j'entends des revendications
qui additionne la suppression de la CVAE, la suppression de la C3S, la suppression de la surtaxe d'impôt sur les sociétés, la suppression de 30 ou 50 milliards de cotisations patronales, tout ça compensé par de la TVA et de la CSG qui pèsent sur les ménages, je me dis, mais alerte, arrêtons. Il faut d'abord préserver le vivre ensemble, d'abord préserver un minimum d'harmonie dans notre société. Il n'y aura pas d'activité économique dans le chaos. Évitons à tout prix le chaos. Il y a des urgences et des priorités. Et ça ne ferait pas le collectif. Alors vous dites que l'entreprise, c'est l'adulte dans la pièce. Et Antoine Frérot, je vais me tourner vers vous. Si l'entreprise veut être crédible dans ce rôle, il faut aussi qu'elle puisse le démontrer, en donner des preuves de cette utilité d'être l'adulte dans la pièce. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les preuves concrètes qu'une entreprise est vraiment utile au vivre ensemble? Et la question peut paraître rhétorique, voire provocatrice, mais concrètement, et qu'est-ce qui permet de passer du discours à la réalité? On transforme le discours en réalité. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, effectivement, pour qu'une entreprise contribue au vivre ensemble, il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle apparaisse utile, qu'elle soit perçue comme utile à un grand nombre. Et par construction, ceux à qui elle peut ou elle doit être utile, ce sont d'abord tous ceux qui s'engagent avec elle, qui prennent des risques avec elle. Et ils sont nombreux. Bien évidemment, on pense aux actionnaires, mais on peut penser aux clients, aux salariés, aux fournisseurs, aux territoires, aux générations futures et donc à la planète. Ils sont nombreux ceux qui attendent de l'entreprise, qui pensent qu'elle peut être utile à condition qu'on en apporte la preuve. Comment on peut apporter la preuve qu'on est utile? Tout d'abord, il convient d'identifier l'ensemble des publics importants pour l'entreprise, ceux d'abord qui s'engagent avec elle, ce qu'on appelle ses parties prenantes. Il faut aussi comprendre ce qu'ils attendent en s'engageant avec elle, ces parties prenantes, de l'entreprise. Quelles sont leurs attentes, leurs intérêts? Parfois, ces intérêts peuvent être contradictoires, à certains moments en tous les cas. Mais dès lors qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'engagent dans l'entreprise, les uns et les autres, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Et donc, ils ont un lien de solidarité nécessaire. Au bout du temps, il n'y a plus de contradiction des intérêts des uns et des autres. La troisième chose, c'est qu'il faut définir par des indicateurs les intérêts des uns et des autres. Vous savez, quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, un chef d'entreprise, quand il va présenter tous les trimestres ses résultats, il ne dit pas « je vais vous rendre compte de ma responsabilité financière ». Il dit « je viens vous présenter des résultats financiers, des objectifs financiers ». Il devrait dire « j'ai également des objectifs sociaux, environnementaux, des résultats sociaux et environnementaux ». Le social, l'environnemental, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Ça fait partie du gâteau. Tout ceci, c'est ce que Olivier Passeret semblait appeler une âme. C'est une raison d'être. Une entreprise doit être capable de formuler ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, pour qui elle le fait et comment elle le fait. Enfin, une fois qu'elle a défini ses indicateurs, elle doit les mesurer, les auditer, en rendre compte. Et c'est ainsi qu'elle apparaîtra utile à tous ceux à qui elle doit l'être. Et avec le même niveau d'exigence pour ces différents publics. On a des objectifs financiers, on a des objectifs sociaux, on a des objectifs environnementaux, on en a aussi sociétaux. Et commençons déjà par tous ceux qui s'engagent avec elle. Quand on rassemble tout cela de toutes les entreprises, ça fait beaucoup de monde. Bon. Et c'est ainsi que les entreprises apparaîtront contribuer au vivre ensemble. Ça ne remplacera pas le rôle du politique, pour revenir sur ce que Pascal disait. Quand j'étais jeune, on disait primauté de l'économie, mais primat du politique. Tout vient de l'économie, mais il n'y a que le politique qui vaut. Ce qui est bien ou moins bien, c'est le politique qui le définit. Ça ne sera jamais l'économique. Mais, et on reviendra tout à l'heure là-dessus, sur le rôle de chacun. Néanmoins, il faut que les entreprises fassent leur chemin et donc amènent la preuve
de leur utilité. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère, c'est parce qu'elle est utile à beaucoup de gens qu'elle sera bien prospère, et longtemps prospère, et pas l'inverse. Et que donc cette utilité pour tous ces publics est, me semble-t-il, la clé du succès d'une entreprise désormais. Alors, Charles Hémon, vous êtes un investisseur de long terme et à ce titre, vous avez un regard un peu particulier sur les entreprises. Quels sont, selon vous, les modèles qui permettent de créer de la valeur durable? Bonjour à tous. Écoutez, évidemment, comme investisseur, on a une lentille un peu différente, mais ce que j'entendais les interventions, ce qu'on essaie souvent de résumer un peu tout ça, du mieux vivre ensemble, c'est la nécessité, le défi, en fait, des prochaines années, c'est de combiner la performance avec le progrès. La performance économique avec le progrès social, au sens large, progrès environnemental. Et en fait, on entend souvent un peu une espèce de confrontation, des postures un peu idéologiques, je dirais un peu absolutistes, aux extrêmes avec, je dirais, la croissance à tout prix, je dirais un esprit de Far West, et où est-ce qu'on, souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un coût à des externalités, comme on appelle, le coût sur l'environnement, le coût sur la société, qui n'est pas pris en compte et qui est un fardeau énorme dans l'équation. Et de l'autre côté, il faut quand même être balancé dans tout ça. Un système, une approche absolutiste qui est trop axée sur la redistribution, ou je dirais la réglementation, là, ça vient inhiber, ça vient tarir la source de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui est absolument nécessaire pour la création de richesses. Alors, à votre question, quand vous dites le salut de l'entreprise, où j'entendais ce que l'entreprise est l'adulte dans la pièce, ça va être... L'entreprise va avoir un rôle plus important qu'avant. Mais je vais me rallier quand même aux positions, en ce sens qu'on a entendu, ça ne peut pas être que l'entreprise. Ça ne peut pas être que l'entreprise. Et ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui vont brûler comme investisseurs, le regard qu'on jette comme investisseur, ça peut le modifier, les entreprises qui vont brûler, pour utiliser ce mot, leur licence sociale, vont tout simplement moins performer. Celles qui ne vont pas s'adapter à ce nouvel impératif-là de combiner performance économique, progrès social, ça va être tout simplement un moins bon investissement de notre point de vue. Et donc, comme actionnaire également, on endosse les comportements d'une entreprise. Donc, ça va non seulement affecter la licence sociale des entreprises dans lesquelles on investit, ça va affecter la nôtre. Et nous, on représente 6 millions de Québécois, on représente des gens qui reçoivent une pension aujourd'hui, mais on représente aussi les prochaines générations qui s'attendent à un certain comportement de notre part, de laisser un certain monde derrière dans 50 ans d'ici. Donc, également envers eux, c'est eux qui payent aujourd'hui. Alors, elles s'attendent qu'on leur laisse un monde dans un certain état. Et je donne un exemple concret, juste pour terminer, sur comment c'est possible de combiner performance et progrès. Il y a plusieurs modèles, vous parliez, mais il n'y a pas un modèle unique. Mais si je prends le nôtre, celui que moi je connais, vous savez, la Caisse a un mandat unique au monde qui la distingue des grands investisseurs, qui est enchâssé dans notre Constitution. On doit générer des rendements optimaux pour assurer une sécurité financière à 6 millions de Québécois, mais tout en assurant le développement économique du Québec, qui est un état d'esprit qu'on applique au Québec, mais qu'on essaie d'exporter également ailleurs quand on approche les gens. Puis, je donne l'exemple, par exemple, d'un grand projet d'infrastructure. Alors, l'infrastructure, le mieux vivre ensemble, le projet d'infrastructure, c'est toujours plus qu'une infrastructure. Ça relie les gens ensemble, la société, l'accès au pôle d'emploi, au milieu universitaire, l'égalité des chances, réduire la congestion. Et donc, on a bâti, la Caisse, construit la plus grande ligne de trains légers automatisés au monde. Et donc, en représentant 6 millions d'individus, on leur assure un rendement dans la durée. Mais également, avec tous les bénéfices qu'on a vus, que j'ai mentionnés, on sauve également l'émission de gaz à effet de serre. C'est bon pour l'environnement. On crée de l'offre de logement qui additionne à la possibilité des gens d'avoir accès à un logement qui est une contrainte qu'on vit dans plusieurs sociétés. Mais ce qui est intéressant dans le mieux vivre ensemble, puis je complète avec ça, c'est qu'un élément, un cercle vertueux. Parce qu'on dit aux Québécois, Québécoises, chaque fois que vous prenez ce train, chaque fois que vous contribuez au développement économique,
chaque fois que vous faites la bonne chose pour l'environnement, chaque fois que vous prenez ce train-là, vous financez également votre pension. Alors, c'est là qu'on voit ce mieux vivre ensemble, cette combinaison de performance économique, progrès social. C'est possible de l'accomplir. Alors, on voit bien à travers vos réponses que l'entreprise peut produire du collectif, peut contribuer au progrès. On le dit, elle ne peut pas tout seule. Je voudrais qu'on parle un peu concrètement, Céline Bruckner, et qu'on parle de propositions, qu'on se projette. Vous défendez une idée forte, au fond, c'est que les entreprises et leurs marques, parce que vous êtes à la tête d'une marque qui est forte, peuvent aussi être un ciment culturel. Alors comment peuvent-elles et pourront-elles demain encore davantage créer cette forme de rassemblement, de fierté commune, hein, on peut dire, alors sans que ce soit uniquement du récit, s'entend. Non, c'est vrai que j'ai évoqué 3 fractures. Il y a aussi donc la fracture territoriale, la fracture technologique, il y a aussi une fracture culturelle. Et en même temps, parce que je veux aussi être porteuse de bonnes nouvelles, quand on voit les audiences des JO, de la Coupe du Monde de foot, JO, c'était plus de 20 millions de Français qui ont regardé la cérémonie d'ouverture en même temps. Le dernier match de la France a rassemblé 14 millions de Français qui ont regardé ce match en même temps. Les concerts, la musique, les festivals rassemblent des milliers de gens. Donc on voit qu'il y a une soif d'être ensemble. Et certainement, s'il y a une chose qui va gagner contre l'IA, c'est le spectacle vivant et la culture. Donc c'est vrai que nous, on veut absolument en être. Donc à travers nos activations de marque, moi, vraiment, nos équipes marketing, elles ont bien identifié tous ces moments qui rassemblent les gens. Et nos marques, elles doivent être des agents de ces moments de fierté, de ces moments de plaisir, de ces moments de joie, de cette soif d'être ensemble qui réunit tous les milieux, toutes les origines. Il y a aussi nos marques patrimoniales. En fait, nos marques patrimoniales, elles tissent aussi en fait un lien entre les générations et entre les milieux et les origines. On a des marques qui sont on vient de fêter les 100 ans de la marque Cadom, que vous connaissez probablement. Voilà, une autre marque, je trouve, qui célèbre un moment important pour la France, c'est Ambre Solaire. Ambre Solaire a 90 ans cette année et elle a été créée au moment des congés payés, en fait. Et donc voilà, on fait avec TF1 une super série qui s'appelle Été 36. Et ça célèbre les congés payés. Et cette marque Ambre Solaire, au fond, elle contribue à célébrer cette avancée, ce progrès social très important. Se rappeler que c'était pas acquis, en fait, que ça date d'il y a 90 ans et qu'il faut y veiller. Et donc, au fond, voilà, ces marques, elles ont aussi ce rôle-là de transmettre, de rassembler, de donner du plaisir. Et puis enfin, je voulais dire une autre activation au nom du groupe dont on est vraiment fiers, c'est on a fait une collaboration avec Emmaüs aussi, dans les territoires, pour aussi aller au-devant des plus démunis, parce qu'en réalisant que voilà, cet enjeu de reconstruire la confiance en soi, bien, ça peut paraître rien, mais en fait c'est beaucoup de le retrouver, sa dignité à travers l'hygiène et les produits de soins. Donc on a créé des espaces beauté solidaire, on a bientôt un 6e, on en a 5 en France, bientôt un 6e qui va ouvrir en région lyonnaise, hein, donc dans plusieurs territoires, pour vraiment donner aux plus démunis l'accès à des produits de soins, à des soins de socio-esthétique, parce que recréer du lien, ça passe aussi par ça. Donc voilà comment des produits et des marques peuvent aussi jouer un rôle sur un plan sociétal. En tout cas, nous, ça nous tient énormément à cœur. Et au fond, c'est notre mission. On parlait beaucoup de mission entreprise. Nous, la mission de L'Oréal, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde. Donc moi, évidemment, c'est créer la beauté qui fait avancer la France. Et ça nous tient tout à fait à cœur. Une grande partie de l'équipe est là aujourd'hui pour porter ce message avec moi. Pascal Demurger, comment ça doit se traduire très concrètement, de considérer que l'entreprise doit aussi contribuer au bien-être citoyen? Il y a ce qui peut être fait aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait demain? Voilà, je voulais qu'on parle de manière très concrète, et donc je vous repose la question. Je crois qu'on est dans un moment où le comment compte presque plus que le quoi. Hein, et la manière de faire, la manière de diriger, la manière de gouverner compte énormément, parce que précisément la condition en réalité du succès à la fois de nos entreprises, mais aussi du succès et de la mise en œuvre de n'importe quelle politique publique, la condition préalable, c'est qu'il y ait un minimum de sentiment d'appartenance, idéalement de fierté d'appartenance, pour effectivement accepter des dispositions qui peuvent ne pas aller dans mon intérêt immédiat, mais dont je sens bien qu'il va dans l'intérêt collectif de long terme. Donc c'est le préalable à toute chose. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur cette question du comment. J'ai publié récemment un livre dont
Le sous-titre était plaidoyer pour un exercice adulte du pouvoir. Derrière, qu'est-ce que je mets? Et la bonne nouvelle, c'est que les règles me semblent être, les recettes me semblent être exactement les mêmes pour l'entreprise ou pour l'État. Je ne compare pas la direction d'une entreprise avec le gouvernement d'un pays, mais simplement les règles prévalant au management ou au gouvernement et donc au fait de gouverner un nombre élevé de personnes sont en réalité les mêmes. Il y a bien sûr, et je te rejoins complètement Céline, il y a bien sûr la question du récit. Qu'est-ce que l'on voit dans notre pays aujourd'hui? On voit principalement des récits négatifs. Des récits négatifs sur une montée de la violence, sur une jeunesse qui serait paresseuse, ça va même jusqu'à la décivilisation. Qu'est-ce qu'on fait sur la base d'un récit négatif? Enfin, moi, j'imagine si tous les matins, j'arrivais dans mon entreprise en disant à mes collègues, mes collaborateurs, oh, de toute façon, nos concurrents sont meilleurs que nous. Et puis franchement, ce que vous proposez, c'est quand même pas terrible. Et puis il va falloir vous y mettre un peu parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. C'est sûr qu'on n'irait pas très loin. Donc il y a la question du récit, la capacité à embarquer un collectif autour d'une fierté, d'une volonté, d'un projet, d'une projection. Il y a la question évidemment du rapport à l'autre, de la considération, j'en parlais tout à l'heure, et la considération dans ces trois dimensions. La considération à l'égard de la personne, ça s'appelle tout simplement le respect. C'est le minimum que l'on doive, minimum qui n'est pas toujours garanti, si je puis dire, ou respecté. La considération à l'égard de la vie des gens. Savoir ce que les gens vivent et donc prendre aussi des décisions en considération de la réalité de la vie des gens. Et puis, considération à l'égard de ce qu'ils pensent. C'est quoi leur avis? C'est quoi leur expérience? C'est quoi leur vision de la situation en fonction de l'endroit où ils se trouvent? Et ça s'appelle la participation. Dans l'entreprise, ça s'appelle l'horizontalité. Au niveau de l'État, ça s'appelle en effet des modes participatifs de gouvernement. Comment co-construire au fond la décision publique. Et tout ça, je crois que oui, si on commence à mettre en place, c'est le cas dans beaucoup de nos entreprises, et dans celles qui sont représentées ici, c'est évident. Ce n'est pas le cas partout encore dans le monde économique, mais c'est beaucoup plus développé que dans le monde politique. Mais c'est en tout cas la condition essentielle pour parvenir à renouer ce tissu social, condition encore une fois à toute autre politique publique. Alors, pour aller encore un peu plus loin, Benoît Bazin, puisque nous avons convoqué le politique dans notre discussion, même s'il n'est pas avec nous sur scène, qu'est-ce qu'il faut reconstruire au niveau national, au niveau européen, pour que le vivre ensemble repose vraiment sur des valeurs et un récit commun, le récit dont vous parlez tous depuis le début de notre discussion? Alors, je pense que c'est important de ne pas opposer les univers, parce qu'on est là à essayer de dire qu'au contraire, la collaboration, désiloter les différents acteurs, publics, privés, nationaux, collectivités, c'est important. Je pense que nous, entreprises, on peut plus faire savoir ce qu'on fait, faire savoir à la Caisse du Québec que notre deuxième usine électrifiée au monde, c'est à Sainte-Catherine, à côté de Montréal, pour faire de la plaque de plâtre. Faire savoir à Chambéry qu'on récupère la chaleur fatale de nos usines pour faire du chauffage urbain. Voilà, donc faire du très concret localement pour que les différents acteurs, les collectivités locales se parlent. On a dessiné des partenariats avec la mairie de Paris pour recycler les fenêtres des logements sociaux ou des écoles parisiennes. Donc voilà, faire du très concret localement avec tous les acteurs, surtout les unifier plutôt que les opposer. Et je pense que c'est très très important. Alors, au plan européen, c'est des enjeux naturellement un peu différents. Je pense qu'on a besoin de retrouver un sentiment d'appartenance. On a besoin de créer un narratif européen. Alors, pendant longtemps, l'Europe, ça a été la paix, pendant 80 ans. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on souhaite comme forme de capitalisme responsable, de long terme? Comment on sort le sujet de la transition environnementale d'un débat un peu technocratique de la Commission pour en faire une réalité qui apporte du mieux vivre à l'ensemble des citoyens, qui apporte de l'innovation et de la compétitivité aux entreprises. Donc je pense qu'il y a sur le sujet européen quand même un gros travail de modèle à faire valoir, de modèle social, de replacer l'humain au cœur de l'entreprise. On le sait tous, le premier actif de l'entreprise, c'est l'humain. Donc je pense qu'il y a un gros travail au plan européen en termes de narratif pour aller au-delà de la paix, au-delà de l'euro, mais sur un vrai marché européen, sur des communautés de valeurs.
Voilà, moi je dirais qu'au total, encore une fois, le salut ne viendra pas que de l'entreprise. En revanche, il est nécessaire d'engager les entreprises sur tout ça. Les entreprises, ce sont fondamentalement des lieux où on recherche des compromis. En permanence, on est sur des compromis de court terme, de long terme, de performance globale, financière, extra-financière, et on valorise l'humain. Et puis on est capable d'agir sur le climat, sur le logement, sur l'emploi, sur la formation. Donc fondamentalement, avec des partenaires d'horizons très divers, on est capable d'avancer. Donc je pense que de façon très concrète, et puis au plan européen, ce sont quand même les entreprises européennes qui ont fait l'Europe et qui tous les jours agissent au plan européen. Donc elles ont une parole à porter très forte, y compris aujourd'hui, a fortiori, quand on voit la violence de la compétitivité internationale chinoise et un monde de prédation américain ou chinois. Donc l'Europe doit se construire et en soi un formidable univers de valeurs, de marché, de puissance économique. Alors, Antoine Frérot, pour que l'entreprise puisse jouer ce rôle que vous nous décrivez tous sur cette scène ce matin, elle doit aussi s'organiser en conséquence. La question, c'est comment ? Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut encore prétendre contribuer au bien vivre ensemble quand on continue à mesurer la réussite d'une entreprise presque uniquement, je ne vais pas dire uniquement, presque uniquement à l'aune de sa performance financière, des critères financiers que vous nous évoquiez tout à l'heure ? Je vous disais justement tout à l'heure qu'il ne fallait pas le faire qu'uniquement à cette aune-là. Bon. Alors comment le faire ? Eh bien, il faut instaurer un système de performance. Seule l'entreprise est capable de dire ce qu'elle veut faire. Il faut donc qu'elle l'exprime, les publics qu'elle sert et comment elle les sert, et qu'elle place un système de performance pluriel, puisqu'il n'y a pas qu'une dimension, il y en a au moins 4 ou 5 si on prend les 4 ou 5 parties prenantes les plus importantes, qu'elle les mesure et qu'elle accepte d'être jugée sur l'ensemble de ses performances en accordant le même degré d'exigence à chacune d'entre elles. Parfois en arbitrant elle-même lorsqu'il y a contradiction, parfois à court terme, parfois à court terme, mais moins à long terme, et qu'elle accepte d'être jugée sur l'ensemble de ce panel d'indicateurs de performance, qu'elle accepte d'être récompensée sur le même système, c'est-à-dire que les rémunérations variables doivent être bâties sur l'ensemble de ces performances et de ne pas laisser le gros bout du bonus à la performance financière, mais d'accepter de les partager équitablement entre les 3 ou 4 principales parties prenantes. Et enfin, puisque la performance est plurielle, l'utilité est plurielle, il faut que les organes de direction reflètent cette pluralité. C'est quoi les organes de direction d'une entreprise ? Bien sûr, on pense à l'Assemblée générale, mais c'est l'Assemblée générale des actionnaires. C'est une seule partie prenante. Ce n'est pas de la pluralité. Parfois, c'est le CSE, le comité d'entreprise, mais le comité d'entreprise, ce sont que les salariés. C'est une seule partie prenante. Quel est l'organe de décision où il pourrait y avoir représentation de plusieurs parties prenantes ou d'intérêts des parties prenantes ? Je ne vois que le conseil d'administration aujourd'hui. Et effectivement, je pense qu'il est très utile pour les entreprises que le conseil d'administration reflète cette pluralité des principales parties prenantes. Et je prends l'exemple de Veolia. Toutes les entreprises ont au moins 3 principales parties prenantes. Les actionnaires, les salariés, les clients. Et puis ensuite, il y a des spécificités. Bon, le métier de Veolia fait que les organisations de protection de la nature, les ONG environnementales, sont une partie prenante importante pour notre entreprise, par exemple. Le fait que quelqu'un qui, à notre conseil, puisse refléter cette sensibilité, ce qu'attendent les gens aujourd'hui vivantes, mais pour servir la planète et pour défendre les générations futures, ça serait bien utile que l'ensemble des autres représentants au sein du conseil, ceux qui pensent représenter les actionnaires, ceux qui représentent les salariés, ceux qui représentent les clients, entendent qu'il y en a également qui sont là pour rappeler l'importance de défendre la planète. Bon. Et que cette combinaison de pluralité permette de construire une action collective plus harmonieuse et plus équilibrée. Donc je résume, un système de performance plurielle, une
gouvernance plurielle à travers le conseil d'administration. Proposition enregistrée. Charles Hémon, dans toute notre conversation, il y a le sous-jacent du long terme et qui vous préoccupe particulièrement. Une entreprise peut-elle contribuer au vivre ensemble si elle est pilotée uniquement dans une logique de court terme? Et au cas où vous nous diriez non, du coup, comment faire en sorte que les critères de long terme dont on se parle, qualité sociale, vous nous en avez parlé tout à l'heure, pardon, j'ai un petit chat, comment faire que ces critères pèsent vraiment dans les décisions économiques? Ben, vous avez raison. La réponse courte, c'est non. C'est non. Mais si on développe un peu, évidemment, il faut que le long terme, la perspective long terme devienne la norme plutôt que l'exception. Et on voit déjà, il y a des symptômes qui indiquent que les entreprises elles-mêmes recherchent un peu d'allonger la perspective dans la gestion de leurs opérations. Et prenez juste, parce qu'il faut parler quand même quasiment d'exode, mais regardez l'exode vers des marchés publics. Les entreprises quittent les marchés publics où est-ce qu'il y a cette reddition trimestrielle, cette espèce d'imposition d'un rythme de parler des résultats aux 12 semaines. Quand on regarde sur l'ensemble des dernières années, les entreprises demeurent privées beaucoup plus longtemps. Les entreprises ne procèdent pas à un premier appel public à l'épargne pour aller sur les marchés publics. C'était 6, 7 ans, 8 ans. Auparavant, c'est rendu presque une douzaine d'années. Si on regarde les entreprises privées, elles demeurent privées plus longtemps, sont capables d'atteindre une taille sans aller sur les marchés publics parce que l'incitatif d'y aller est moins présent dans certains cas. On regarde les entreprises publiques aux États-Unis, le nombre a diminué de moitié sur 30 ans. Et nous, bien, comme investisseurs privés, on le voit, il y a plusieurs entreprises, on voit les levées de capitaux privés augmenter de 30 à 70 fois par rapport à ce qu'on vivait il n'y a pas si longtemps, avant les années 2020. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est que les entreprises, plusieurs recherchent un nouvel équilibre dans tout ça. Donc, il y a une façon d'avoir cet incitatif-là, peut-être le rôle du régulateur, le rôle du politique, de changer cet incitatif-là, cette reddition qui vient créer une espèce de pression indue, puis qui empêche d'atteindre un peu cette perspective un peu plus large. Et les incitatifs, donc, au niveau réglementaire, doivent être au rendez-vous, parce qu'on voit déjà un symptôme au niveau des entreprises. Et cette perspective-là, long terme, elle n'est pas si complexe à intégrer. Je vais me ramener humblement à ce qu'on fait, nous, au sein de notre entreprise, mais c'est quand on a décidé d'incorporer dans la rémunération de nos gens l'atteinte d'objectifs long terme sur l'investissement durable que les comportements ont suivi. Des objectifs long terme financiers ou extra-financiers? Les deux. Ah. Il faut atteindre des cibles en termes d'avoir, disons, là, présentement, on se projette d'avoir 400 milliards d'ici 2030 en action climatique. Alors, on dit aux gens, prenez vos décisions individuelles. Si celle-ci, c'est au niveau du rendement, c'est ça qui prime, ça va. Mais dans l'ensemble, il y a un portrait qui doit être dessiné sur l'intervention d'un gestionnaire sur 5 ans. Est-ce que vous avez atteint les objectifs qu'on vous avait fixés sur une combinaison d'investissement durable, de rendement et de bonne gestion de risque pour l'ensemble des parties prenantes qu'on représente, tant les sociétés, pour revenir à la licence sociale, que ce qu'on doit faire pour nos déposants. Ce que vous dites fait réagir. Oui, moi je voudrais dire que l'objectif, c'est pas d'opposer un modèle plutôt qu'un autre. Les sociétés privées, les mutualistes, les cotés, fondamentalement, une entreprise, elle travaille à sa pérennité, à sa performance. Et la performance économique, qu'on la mesure à la semaine, à l'année ou sur 20 ans, elle est indispensable. Sinon, l'histoire s'arrête. Donc je pense que dans les entreprises, on a tous les outils pour faire baisser le CO2, pour motiver nos salariés, pour accélérer l'innovation, pour faire de la performance. Et on est quand même dans un univers économique mondial qui est extraordinairement compétitif. Après, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui dans le Vivre Ensemble, c'est comment faisons-nous en sorte pour que les collectivités locales, la puissance publique, les associations, le territoire... Prenons l'exemple des écoles en France. La canicule renvoie les enfants à la maison. Les entreprises savent rénover. Saint-Gobain sait apporter 10-15 degrés de baisse de température dans les écoles. S'il n'y a pas de financement, il faut peut-être ouvrir les chakras pour se dire faisons des partenariats publics-privés
entre le monde financier, les écoles, l'éducation nationale. C'est ce genre de choses, le mieux vivre ensemble. Donc les entreprises, elles ont la puissance économique, elles sont par nature tous les systèmes de gouvernance, de conseil d'administration, d'actionnaires, de salariés, d'ONG qu'on sollicite. Donc on a tous les moyens et on agit et on avance. Je pense que ce dont on manque, c'est une compréhension de comment travailler tous ensemble avec les collectivités locales pour aller beaucoup plus vite. On voit bien qu'en France, on est limité par la dépense publique. Est-ce qu'on va renvoyer les enfants à la maison le 15 avril plutôt que le 15 juin? Est-ce qu'on va faire de la rénovation énergétique des bâtiments publics, des hôpitaux? Est-ce qu'on va accélérer le financement de la rénovation énergétique? Le sujet, ce n'est pas l'entreprise, c'est comment on arrête le zigzag politique, comment on limite le court terme politique pour accrocher sur le long terme de l'entreprise. Et c'est ça, le souffle, les entreprises, elles l'ont. Ce dont on manque, c'est cette ouverture de partenariat public-privé et cette vision de long terme, notamment dans la chose publique, qui est quand même souvent intéressée sur qu'est-ce que je dis ce soir à 20h, plutôt que de savoir si Saint-Gobain, quand on va au Canada, on y va pour 50 ans. On est dans certains pays, en Allemagne, depuis 170 ans. Donc on est dans le long terme. Donc, je pense que c'est plutôt dans les autres univers de parties prenantes qu'il faut accrocher sur le long terme. Alors tout ça est passionnant, on pourrait en parler encore des heures, mais là j'ai un petit panneau qui me dit 5 minutes, ce qui était terriblement frustrant à la fois pour nous et pour vous. Je voulais quand même poser une dernière question qui peut paraître rhétorique, mais qui est engageante pour le thème de notre session aujourd'hui. Si vous, respectivement, deviez prendre une décision, un engagement dans les entreprises que vous dirigez, pour renforcer le vivre ensemble, ce serait quoi? Et je vous le demande en un mot, chacun, parce qu'on veut aussi avoir le temps de prendre une ou deux questions, et j'y tiens. Donc vraiment, respectivement, quelles seraient-elles? Alors, Céline. Alors, je propose de commencer. Donc, nous, notre engagement, c'est les jeunes. Il faut absolument relancer l'ascenseur social, les jeunes, surtout à l'ère de l'IA, et de la pédagogie économique. Et notre attente de l'État, c'est vraiment la simplification et la visibilité, la stabilité réglementaire et juridique et fiscale. Alors, aux entreprises, je l'ai déjà dit, Oui. ce que je leur propose, c'est de publier une raison d'être, de mettre en place un système de performance plurielle et de mettre en place un conseil d'administration qui reflète cette pluralité. Mais j'aimerais plutôt tourner votre question. Qu'est-ce que moi j'attends des politiques dans cette vision-là? Je dirais j'attends trois choses. Bon, tout d'abord, qu'ils reconnaissent enfin qu'ils n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Bon. Car les entreprises participent aussi de l'intérêt général. Elles n'ont bien sûr pas non plus le monopole, comme j'ai dit tout à l'heure, mais elles y participent. Deuxièmement, je demanderais aux politiques de mieux connaître et comprendre l'entreprise. Elles ne la connaissent pas assez et ne savent pas comment elle fonctionne. Ils ne savent pas comment elle fonctionne. Et enfin, je leur demanderais de fixer un cadre, parce que primauté de l'économie, primat du politique, un cadre de la politique économique. Et dans ce cadre, elles n'ont pas à le remplir, le cadre. C'est aux entreprises de le faire. Mais elles pourraient demander, par exemple, à chaque entreprise de publier sa raison d'être, de mettre en place un système de performance plurielle, d'en rendre compte, de ne pas se mêler de ses performances, de ne pas se mêler de ce que c'est la raison d'être, de ne pas se mêler du choix des personnes pour la gouvernance plurielle, mais de demander que ça soit fait dans cette idée-là et de leur demander d'en rendre compte. C'était 3 mots. Je dirais, pour le vivre ensemble, il faut mieux travailler ensemble. Au risque de dire l'évidence, gouvernement, investisseurs, entreprises, chacun doit retourner sur son X et jouer le rôle qui lui revient. Donc, c'est-à-dire les gouvernements fournir un cadre stable pour assurer une certaine prévisibilité. Les entreprises prendre cette perspective à long terme par rapport à leur licence sociale. Les investisseurs s'inscrire dans des projets qui servent à la collectivité. Puis je dirais qu'en même temps, si on atteint cet équilibre-là, bien, permettre au gouvernement à ce moment-là de mobiliser des capitaux privés puis d'inscrire une espèce de synergie entre ces acteurs-là qui va permettre d'entretenir les infrastructures existantes, d'en créer de nouvelles dans un financement qui va en fait prendre compte de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Pascal Demurger. Bon, puisque la question est la question du vivre ensemble, moi je crois qu'on ne dirige pas en 2026 comme on dirigeait dans les années 80. Olivier a introduit tout à l'heure en parlant de la verticalité à l'époque qui fonctionnait encore et qui évidemment ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Donc moi mon sujet c'est vraiment la question à la fois la participation, la question de la considération, je l'ai dit, et la question
qui est centrale dans l'entreprise, du sentiment d'utilité. Si les collaborateurs de l'entreprise, et je pense que c'est largement duplicable au niveau de la nation, n'ont pas en effet un sentiment profond de contribution et la certitude qu'il n'y a pas de qualité à empêcher, mais au contraire qu'on leur permet de réaliser un travail de qualité, alors oui, on commence à pouvoir créer du vivre ensemble. En un mot, Benoît Bazin, avant que Olivier Pastré puisse nous faire sa conclusion. Ça fait la synthèse parce qu'on donne 2 jours à nos salariés et je leur Oui. propose très concrètement d'aller dans les écoles, c'est ce que disait Céline, montrer comment on rénove des écoles, c'est notre raison d'être, Making the World a Better Home, ça donne du sens, que dit Pascal, et on le fait avec la collectivité, l'association des parents, le maire et l'éducation nationale. Voilà. Le mot de la fin. Je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, je suis pour l'adhésion obligatoire aux syndicats, parce qu'on a des syndicats qui sont éclatés et politisés, et donc il n'y a, à mes yeux, pas de dialogue social. Alors nous, on est des modèles, vous êtes des modèles de dialogue social, mais dans plein de boîtes, ce n'est pas le cas. Donc adhésion obligatoire, financée par l'État, ça me paraît absolument nécessaire. Et pour conclure, on a vraiment été la meilleure table ronde de toutes les rencontres. Grâce à toi, Marie. Grâce à toi, Marie. J'ai envie quand même de prendre une question du public. C'est pas bien, hein. Madame. Allez-y, criez fort. Oui. Alors, une question. Merci. Alors, ma question, elle est très concrète, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des panélistes de renom. Une mesure concrète qui résume le vivre ensemble au sein de vos effectifs. On a parlé de vivre ensemble pour avoir culture intergénérationnelle. Moi, une mesure concrète qui est incarnée aujourd'hui au sein de vos effectifs et qui montre justement le vivre ensemble. Merci. Nous, on a formé 80% de nos salariés dans le monde entier sur la fresque du climat. On est leader mondial de la construction durable, on veut qu'ils soient tous ambassadeurs, on les a tous formés, indiens, français, chinois, à la fresque du climat. L'illustration par l'exemple. Une entreprise, c'est pas que des salariés. C'est des clients, des fournisseurs, des générations futures, des actionnaires, des prêteurs et des salariés. Donc la mesure du vivre ensemble, c'est de les rassembler ensemble pour qu'ils continuent à penser d'avoir raison de collaborer ensemble, de s'engager pour l'entreprise. C'est donc cette performance plurielle, par exemple, qui les mouille tous et qui les oblige à être solidaires et à comprendre les autres. Moi, je vais vous donner un exemple. Pas plus tard que mardi dernier, c'était la journée citoyenne. Tous nos collaborateurs étaient dans les associations partout dans le monde le même jour pour aider des associations à être très concrets et apporter ce qu'ils peuvent faire aux côtés d'associations. Un exemple concret également, parmi 100 autres, dans le domaine des services, de l'assurance, évidemment l'intelligence artificielle est quelque chose qui fait peur parce que qui va bouleverser nos modèles. On a décidé, parce que ça concerne l'avenir de chacun de nos salariés, de faire une convention salariée sur le sujet pour réfléchir avec eux et prendre leurs propositions sur les conditions de déploiement de l'IA et sur des exemples concrets de ce déploiement. Réaliser rendement, investissement durable, développement économique, l'incorporer dans les objectifs, la rémunération des gens, on le fait depuis 60 ans, c'est possible. Merci à tous.